Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve pour cette nouvelle émission Roue Libre, l'émission vélo de la First Team. Alors aujourd'hui, on a un invité, et oui, mais avant ça, je vais vous présenter mes compères habituels. Comment ça va, Polo ? Ça va et toi, Joseph? Pas de couvre-chef aujourd'hui. Par contre, j'ai des cadeaux pour vous, les amis. On va vous faire gagner. Suivez nos réseaux sociaux aujourd'hui, on va faire gagner plein de packs Panini. Donc on a un album, deux pochettes et même un range-carte. Alors voilà, on va suivre Twitter, Instagram, Facebook. Dans l'après-midi, on va vous proposer un jeu concours et bonne chance du coup. Voilà, ce sera mon petit cadeau de la journée, Joseph. Et Paul fait cet album Panini et est très pressé d'avoir Arnaud Desmar en étiquette. Ça va, Robin, la fin ? Ça va super, ouais. Je suis content d'avoir un allié à mes côtés. Je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi dans le débat, mais j'ai l'impression d'avoir un ami pour contrer Paul. Ça, On a bien besoin. Ouais, ça peut être un peu ça. Donc notre invité, Gaëtan Scherer, journaliste à l'équipe, ça va ? Ça va, très bien, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est cool. Et donc Gaëtan, tu reviens d'Italie tout simplement parce que tu as fait le Giro comme reporter l'équipe, c'était une première pour toi. Ouais, c'était une première sur un grand tour, j'avais déjà fait quelques courses, mais je suis arrivé au vélo au début d'année ici à l'équipe. Et ouais, c'était ma premier Giro, super expérience évidemment, là, être un mois sur les routes comme ça pendant 3 semaines. J'ai eu de la chance d'être avec Philippe Brunel en plus, qui est un peu la référence absolue quand on parle de cyclisme italien dans le journalisme français. Donc ouais, superbe expérience, j'ai adoré et content d'en parler avec vous ici. C'est quoi que t'as le plus marqué sur le Giro là? Si tu m'a- dois sortir un truc. Qui m'a le plus marqué c'est dur à dire. La pluie, j'ai le droit de dire. On s'est tapé 2 premiers tiers de Giro absolument horribles alors qu'on m'avait vendu les petites trattorias, les petites terrasses italiennes et tout. Et puis au final, on n'est jamais allé dans le sud. Il n'y avait pas Sicile, il n'y avait pas Sardaigne, il n'y avait pas. Ouais, c'était un Giro très, très pluvieux, très froid. Encore la 19e étape, on se caillait comme pas possible. Mais non, c'était top. Avec toi aujourd'hui, Gaëtan, on va se faire un bilan du Giro. Et oui, j'ai mis mon t-shirt rose pour la dernière fois. J'aime bien celui-là. Ouais, mais je l'aime bien, mais parce que ça va être la dernière fois que j'ai le droit de le mettre. 3 semaines et demie qu'il a. Après, on va devoir attendre un an avant d'avoir à nouveau des courses italiennes, donc j'en profite. Dans ce bilan du Giro, on va parler du bon comme du mauvais, évidemment. On va se demander comment Vincenzo Nibali a perdu ce Giro. Et on va faire un focus bilan des Français. Il y en avait une belle douzaine au départ, donc on va parler un peu de tous. C'est un bilan de grand tour, donc on bouscule un peu vos habitudes et on commence par les bonifications. Et oui, ça change un peu, c'est parti. Et oui, messieurs. Les bonifications, c'est en gros des tops et des flops. Vous allez le voir sur le synthé qu'on fait aujourd'hui. On a 3 tops et on a 3 flops. Le premier top, c'est le mien. Voilà, c'est moi qui ouvre le bal. Bah oui, c'était dans l'ordre de nos images. Donc voilà, c'est moi qui commence. Le premier top, il est collectif. Il est pour l'équipe du vainqueur de Richard Carapaz. Donc pour la Movistar, qui est la meilleure équipe du Giro assez largement et qui en plus place Mikel Landa 4e. Voilà, j'ai trouvé qu'ils avaient enfin fait une course d'équipe comme il n'en avait pas fait depuis très longtemps, presque jamais pour moi. Et en plus, ils ont permis presque à Mikel Landa d'aller chercher le podium. Et voilà, il y a eu des belles images en plus à la fin, à la fin du contre-la-montre, où on a vu Mikel Landa prendre Richard Carapaz dans les bras, et avec toutes les polémiques qu'il y a eu autour de la Movistar ces dernières années, je trouvais que enfin on a vu une Movistar en tant qu'équipe, donc c'était pas mal. Gaëtan, toi, qu'est-ce que tu en penses de la Movistar ? Est-ce que tu trouves que voilà, pour une fois enfin ils ont fait une course d'équipe ? Ah oui, ils ont maîtrisé leur affaire jusqu'au bout. C'est vrai que jusqu'au bout, on se demandait comment la rivalité possible entre Landa et Carapaz allait pouvoir tenir. Puis au final, ça s'est quand même plutôt très très bien passé entre les deux. Je pense qu'ils ont surtout énormément profité du fait que la course soit cristallisée autour du duel Roglic-Nibali. Et puis pour une fois, ils ont un peu été sous le radar, ils ont pu évoluer, faire leur truc. Et puis c'est tactiquement en fait qu'ils l'ont gagné cette course. Ils avaient leurs 2 cartes, ils les ont bien exploitées. 13e, 14e étape, c'est là où tout s'était joué, où ils ont joué d'abord la carte Landa, la carte Carapaz ensuite, et derrière ils ont juste eu à tenir leur avantage. Donc une très belle course tactique de leur part. Et donc le deuxième top, c'est celui de Robin. Alors il concerne la même équipe, mais il est plus ciblé. C'est Mikel Landa que tu as choisi. C'est ça, évidemment que Richard Carapaz fait un Giro fantastique et c'est une révélation incroyable, mais je voulais mettre l'accent sur Landa parce qu'individuellement, sur plusieurs plans, il m'a impressionné, et notamment sur cette stratégie d'équipe dont tu parles, Gaëtan, parce que moi je pensais qu'il allait trahir la Movistar. Je me suis dit, il est dans une position où il peut sûrement gagner un grand tour, où il a l'air très très fort, le plus fort sûrement avec Carapaz, et j'étais presque étonné qu'il tente rien.
Mais finalement, voilà, ils ont sûrement une relation en privé qui est plus forte que ce qu'on pouvait imaginer. Plus forte qu'avec Voilà. Valverde et Exactement, plus forte qu'avec Arou aussi ou avec Froome. Mais franchement, j'ai été étonné par son travail, par le fait qu'il se mette à la planche. Carapaz a essayé de lui rendre en travaillant dans la dernière étape. Et je pense que après son année 2018 où il avait été décevant, Landa, il fait un Tour de France pas incroyable. Il a remontré de nouveau qu'il pouvait être un vainqueur potentiel sur un grand tour. Je pense qu'il regrettera longtemps son contre-la-montre où il s'est complètement écroulé en milieu de Giro Et je pense et où que- le leadership a tourné. Parce que je pense que sans ça, s'il fait un chrono du même niveau que Carapaz, il reste la carte numéro 1 chez Movistar. Mais j'ai hâte de le revoir rapidement sur 3 semaines. Parce que qu'est-ce qu'on fait s'il réussit son contre-la-montre et qu'ils sont dans les mêmes temps que Carapaz? Est-ce que ça se serait passé aussi bien? Franchement, difficile à dire. C'est pas sûr, parce que c'est vrai qu'en montagne, des fois, il semblait quasiment supérieur. Ouais. Mais ça s'est joué très très vite, parce que dès le tout premier contre-la-montre, en fait, Landa se plante complètement. Clairement. C'est globalement les 10 premiers jours où il est catastrophique et où il perd. Et puis sur les 2 premières étapes de montagne ensuite, Exactement. Carapaz prend beaucoup de temps. Donc ça a accumulé en 3-4 jours. Tout s'est bien goupillé pour Carapaz et beaucoup moins bien pour Landa. Et le troisième et dernier top, c'est Giulio Ciccone, vainqueur du maillot de meilleur grimpeur, vainqueur de la 16e étape à Ponte di Legno. Paul, c'est toi qui l'as choisi. Ouais, Giulio Ciccone, avec Mollema, bon, je ne l'attendais pas à ce qu'il fasse le général, mais j'aurais bien aimé le voir. Et je pense que dans les prochaines années, et même dès l'année prochaine, on aura la chance de le voir sur le classement général. Mais du coup, il a fait un espèce de Tour de France, justement, un Tour d'Italie, version Tour de France de Warren Barguil en 2017. C'est ça, où il est toujours avec les plus forts, il arrive à se dépêtrer pour gagner des étapes, et en plus il a ce maillot de meilleur grimpeur, mais il l'a depuis le premier jour. Il l'a laissé à Brambilla un jour, justement, c'était très stratégique, mais il faut savoir que sur le prologue au départ, c'est lui qui fait le meilleur temps dans la montée, donc c'est lui qui récupère le maillot de meilleur grimpeur. Donc dès le premier jour jusqu'au dernier, on va dire, si on oublie le passage à Brambilla, il a fait de ce maillot un objectif principal. Et il s'y est tenu et il a remporté de manière exceptionnelle. En plus, avec cette victoire sur l'étape du Mortirolo dans des conditions dantesques, c'est un Giro magnifique pour lui. Et je pense que si on demande aux tifosi ce qu'ils retiennent de ce Giro, plus que la bagarre de Nibali pour le classement général, je pense que ce serait plutôt les performances de Giulio Ciccone. Oui, bah justement, Gaëtan, toi qui étais en Italie à ce moment-là, comment ça a été vécu la montée en puissance de Giulio Ciccone? Ah bah, il faisait un tabac. C'est vrai que quand il y avait la présentation des équipes le matin, quand il montait sur le podium et tout, chaque fois il y avait des tifosi devant qui avaient des petits chants à sa gloire. Et après, bon, Nibali reste quoi qu'il arrive au-dessus. C'est Nibali qu'on entend tout partout dans la Gazzetta, dans tous les journaux, chez tous les supporters au bord des routes. Mais si Ciccone, il s'est clairement fait un nom. Bon, il avait déjà gagné en 2016 sur le Giro. C'était devenu le 3e plus jeune coureur italien de l'histoire d'ailleurs à gagner une étape sur le Giro. Mais là, ce qu'il a fait, c'est assez hallucinant. Je pense qu'il a passé un cap assez énorme et effectivement, je serais assez curieux de voir ce genre de coureur jouer le général sur un grand tour. Donc, il marque son territoire aussi chez Trek parce qu'il arrivait d'une équipe Conti-Pro italienne avec un statut encore de jeune espoir, de coureur qui devait prouver. Et là, sur 3 semaines, ça y est, il l'a fait. Et je pense que maintenant, dans une équipe qui cherche des leaders et qui a du mal depuis quelques années, il va avoir beaucoup plus de responsabilités. Et d'ailleurs, d'après la Gazzetta du jour, Nibali va signer bel et bien chez Trek. Donc Nibali et Ciccone vont se retrouver avec un fort potentiel italien et donc Giro. Il va pas jouer les classements généraux quoi, d'ici quelques temps. Pas tout de suite. Pas de suite. Mollema et Nibali dans sa même équipe, à mon avis, on a des chances de le revoir avec un maillot de meilleur grimpeur sur des tours. À venir. Ouais, c'est fort possible. Après les tops, les flops, c'est d'une logique implacable. Moment un peu moins réjouissant donc, mais pas moins important. Premier flop, c'est Simon Yates, c'est le tien, Robin. Ouais, et ça me fait mal au cœur parce que vous vous rappelez sûrement qu'en début de Giro, c'était mon grand favori. Au bout d'une semaine, ça l'était toujours. J'y croyais encore qu'il allait faire des différences en montagne. Oui, tout à Il avait fait. fait des grandes analyses statistiques. Et malheureusement, ça s'est pas avéré. Et oui, c'est ma grosse déception de ce Giro parce que jamais il a été en mesure de renverser ce classement général. Même pas de nous faire une étape impressionnante où on y croit. Je pense que lui-même n'y a jamais cru. Il a repris un peu de temps sur les étapes de Courmayeur et de Côme, mais en fait, c'est parce que personne ne se méfiait de lui. Tout le monde l'avait mis hors course. Donc on l'a laissé faire ses trucs, lancer ses petites attaques, reprendre 20 secondes par-ci par-là. Mais voilà, après le Giro incroyable qu'il avait fait l'année dernière, il était attendu au tournant. Il avait fait un peu le malin avant le départ. Il avait un peu chauffé tout le monde, Nibali, Roglic, dire que c'était lui le patron, qu'il allait gagner.
il s'est planté dans les grandes largeurs. Et on avait dit avant le Giro, s'il gagne en ayant fait ses déclarations, ce sera beau. Sinon, il passera pour un con. Et je crois qu'on a la réponse maintenant. Il avait l'attitude du mec qui faisait le malin déjà en conférence de presse ou pas tant que forcément ça. Gaëtan? En fait, il y a eu cette déclaration qui est énormément revenue. C'est si moi j'étais à la place de mes rivaux, je me chierais dessus parce que c'est moi qui aurais peur, quoi. Vu l'état de forme, vu mon état de forme actuel. Mais il n'a pas dit ça d'une manière un peu avec dédain, c'était vraiment naturel parce qu'il était, je pense, dans un état de. Il se pensait très très fort. Je me souviens, c'est pendant Paris-Nice, quand il gagne son chrono à la surprise générale à Barbantane, il est content, mais pour le Giro, c'est en vue du Giro, il avait fait du Giro son objectif premier de la saison, il voulait absolument revenir et puis prendre sa revanche ici. Et il a tout fait pour arriver ici dans le meilleur état de forme possible. Donc qu'est-ce qui lui est arrivé? J'en sais rien. Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il avait juste pas les jambes? Est-ce qu'il était en dessous? Il a été extrêmement décevant à partir après la première journée de repos depuis le chrono de Saint-Marin. Voilà, on a plus vu Lucas Hamilton que lui. Lucas Hamilton a été meilleur que lui, c'est hallucinant. Il a traîné sur 3 semaines. Après, c'est rigolo parce qu'il fait des belles ascensions où il revient souvent au train et puis au final, même il fait deuxième de certaines étapes, deuxième, troisième, il fait quelques podiums parce qu'au final, tout le monde se désintéresse de lui. C'est ça. Mais énorme déception. C'est peut-être lui qui aurait pu apporter le piquant qu'il a manqué à ce Giro s'il avait été à son niveau. Mais ça reste assez mystérieux là, l'état de forme de Simon Yates. Le deuxième flop, c'est celui de Polo. C'est la Jumbo-Visma que tu as choisi. Ah bah ouais, mais quel flop, quoi. Alors on s'attendait avec déjà la perte de Robert Racing sur Liège-Bastogne-Liège et l'abandon rapide de Lorenz de plus sur ce Giro. Mais alors quand même, moi j'attendais quand même beaucoup plus, notamment de Sepp Kuss et d'Antoine Toulouk, qui sont des grimpeurs quand même pas encore référencés, mais qu'on attendait bien meilleurs dans la montagne. On ne les a pas vus du tout. Koen Bouwman termine bien ce Giro. On l'a vu notamment placé dans certaines échappées pour servir de relais à Roglic, mais Roglic a été esseulé de manière effarante sur ce Giro, et je pense que ça ne l'a pas aidé. Notamment, il y a cette histoire sur l'étape de Côme où il a un problème mécanique dans le Civiglio, je crois, et personne n'est là derrière. Il y a son équipe qui était partie aller pisser, quoi. C'est fou quand même. Son équipe part pisser, il n'y a aucun équipier autour de lui, il y a Sepp Kuss qui est loin derrière. Enfin, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Je fais des blagues en régie. Il y a un vrai problème dans cette équipe. Ça va des coureurs, de la forme de ces coureurs, jusqu'au directeur sportif. Pardon. On a eu le fin mot de cette histoire, Gaëtan. C'est réel, ça? Ils sont vraiment partis pisser pendant réel, le directeur sportif l'a dit le lendemain. Il s'est arrêté, il devait pisser, il s'est arrêté, il a pissé à moins de 20 km de l'arrivée. C'est une erreur juste hallucinante. C'est aberrant. Et Primož Roglic a beaucoup de chance qu'il y avait un de ses équipiers, donc comme tu l'as dit, ils l'ont pas suivi pendant absolument tout le Giro, et là il y en avait un qui traînait pas trop loin et qui a pu lui filer son vélo. Alors la selle était un tout petit peu plus basse, mais heureusement les mensurations à dire étaient relativement similaires. Alors lui dit qu'il est tombé dans la descente pas à cause du vélo, que c'était le stress, et que c'est plus dans la montée que ça l'a gêné, le changement de vélo. Mais non, cet arrêt naturel, c'est une erreur hallucinante. Niveau montée, il perd rien, mais dans la descente, je pense que psychologiquement, quand t'as pas ton vélo, même si ça change rien techniquement, je pense que ça joue un peu. Et là, pour le coup, il était plus dedans. Problème mécanique, il sait qu'il a du temps à rattraper. Il a fait un effort peut-être plus important du coup que les autres leaders devant. Il devait voir trouble dans la descente. En fait. Moi, je le trouve quand même sévère parce que dans la dernière étape, les soigneurs qui se sont déguisés en spectateurs pour le pousser sur la montée, ils ont fait leur job. On dit qu'ils sont pas là. Il a pas dit non en plus. Il a pris 10 secondes, mais il a pas dit non. Moi, j'ai cru que c'était des tifosi fans de Nibali qui faisaient exprès de le pousser pour qu'on lui mette une pénalité. Je me suis dit, c'est super bien vu. En attendant, il a pas gagné 10 secondes, mais il a perdu 10 secondes. Donc, dans les Dolomites, pas loin de la Slovénie, donc il y avait beaucoup de supporters de Roglic à ce moment. C'est vrai, très beau. Paul était très fort en géographie. C'est vrai qu'on les a vus apparaître d'un coup. Les 5 derniers jours, il y a des drapeaux slovènes partout. Et enfin, pour terminer ces bonifs, on va prendre le dernier flop. J'ai choisi de parler du parcours parce que voilà, ça a été assez ronronnant pendant 10 jours. On s'est un peu ennuyé. C'est un peu ennuyé, voilà. En plus, il pleuvait. En plus, il pleuvait. Ça m'a donné une impression de parcours complètement coupé en deux. On a eu phase 1, phase 2, avec une bagarre pour les favoris qui a eu seulement en deuxième partie. En plus, on a eu 3 contrôles à montre en week-end, et ça,
sur le plan télévisuel, c'est pas le top. On aime voir des étapes avec du spectacle, etc. Bah là, on n'en a pas vraiment eu. Et enfin, bah voilà, tout simplement, quand on compare à l'année dernière où on a eu un bouquet final dans les 3 dernières étapes, bah, cette année, ça n'a pas été vraiment le cas. Alors, est-ce que sur place, on se plaignait de ce parcours ou pas du tout, Gaëtan? Ah, si, bien sûr. Les 10 premiers jours ont été interminables, hein, il faut le dire. Tout le monde attendait cette arrivée en haute montagne. Il n'y a pas eu un seul col avant la deuxième semaine. Et puis en plus, ces premières étapes, elles étaient longues, quoi. Sur donc, je crois que c'est sur les 8 premiers jours de course, il y a 4 étapes qui font plus de 220 km. Donc c'était des étapes où non seulement il se passait rien, mais qui en plus duraient très longtemps avec des scénarios relativement écrits. Alors là où ça nous a sauvés, c'est que les échappés sont quand même très souvent allés au bout, parce que justement aucune équipe n'arrivait à contrôler vraiment la course. Mais beaucoup se sont plaints évidemment de ce tracé. Et quand je dis beaucoup, c'est les suiveurs, mais aussi des directeurs sportifs, les coureurs. Enfin, c'était pas seulement les observateurs, quoi. Même pour les grimpeurs, les mecs qui jouent le général, avoir 10 jours comme ça sans montagne où on doit faire attention alors qu'il se passe rien. Surtout qu'il fait un temps de merde, les routes sont dangereuses. Mentalement, c'est usant. Ça les a usés beaucoup. Ouais. Ouais, je sens que l'année prochaine, quand ils vont présenter le parcours, ils vont nous mettre des murs. Troisième jour, on va nous mettre le Mortirolo au bout de 10e kilomètre. Ça va être exceptionnel. Les 2 murs, tu vois, ça, bon, après, c'est pas trop la philosophie en Italie, c'est plus Vuelta et même un peu Tour de France. Mais tu vois, des bons murs, etc. J'ai trouvé que les arrivées en montée manquaient de pourcentage, souvent, même sur les arrivées en montagne. Le fait qu'ils aient enlevé le Passo Gavia aussi, sur l'étape du Mortirolo, c'est un peu dommage, même si c'est logique quand on voit les images. Ouais, après, ils ne l'ont pas remplacé. Ils auraient pu le remplacer. Ils l'ont pas remplacé. Ils aient parlé de mettre 2 fois le Mortirolo. Finalement, ils l'ont pas mis. Je sais, il y a pas mal de trucs qui allaient pas trop dans ce parcours, mais au bout du milieu de la deuxième semaine, on s'est quand même régalé. Donc ça va. J'en oublie presque la première partie. Bah, on verra. Dites-nous, vous, de la même manière qu'on l'a fait, vos 3 tops et vos 3 flops. On passe au débat sur Vincenzo Nibali parce qu'il y a énormément à dire sur le squal qui était peut-être le favori tant attendu par les tifosi. Donc on en parle tout de suite dans le débat. C'est parti. Alors, il a terminé seulement deuxième du Tour d'Italie. Alors c'est une grande performance, hein, mais c'est certainement pas ce que lui voulait. Vincenzo Nibali terminé derrière Carapaz à 1 minute 05. C'est un échec clairement. Lui, il voulait rien d'autre que la victoire. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment a-t-il perdu ce titre? Robin, vous avez fait des bilans sur Chronique du vélo de ce Giro. Comment vous avez estimé cette défaite et avec quels mots? On a estimé qu'il y avait des regrets pour Vincenzo Nibali. On a dit mention regret. Pourquoi ? Parce qu'il se trompe d'adversaire, d'après moi, au moment des premières étapes de montagne. Où il se focalise sur Primož Roglič, et il oublie complètement, il sous-estime complètement Richard Carapaz. Il le laisse partir 2 fois de suite vers Courmayeur et je crois que c'est l'étape d'avant Lagos Serrou. Lagos Serrou et Courmayeur. Et en tout, Carapaz reprend quasiment 3 minutes 30. Avec les bonifications, il me semble qu'on est à 3 minutes 23. Donc c'est beaucoup trop, même quand on s'appelle Vincenzo Nibali. En plus, on voit la forme qu'avait Richard Carapaz. C'était peut-être pas prévisible, sauf qu'au final, ça lui a coûté le Giro à Nibali, parce qu'il le perd pas sur les derniers jours, ce Giro où il n'arrive pas à lâcher Carapaz. Il le perd au moment où il lui a laissé cette avance, parce que 1,05 à l'arrivée, il suffisait de s'entendre un peu mieux avec Roglič sur une des 2 étapes, et la minute, elle était plus là. Alors évidemment, la course aurait été différente derrière, mais il y aurait eu un scénario plus ouvert pour Vincenzo Nibali, des possibilités beaucoup plus grandes, et c'est forcément pour lui une énorme défaite, surtout qu'on le présente souvent comme un maître tactiquement. Et là, cette fois-ci, c'est sûrement tactiquement qu'il s'est perdu. Oui, il a fait des véritables erreurs tactiques pour toi, Gaëtan, Nibali. Oui, je suis d'accord avec cette analyse. Après, c'est vrai qu'au départ, c'était pas forcément considéré comme le grandissime favori. On avait tous quand même tendance à plutôt mettre Roglič, Dumoulin, voire Yates avant lui. Mais oui, il se plante. On a vite vu qu'il avait les jambes, qu'il avait l'état de forme, mais surtout qu'il avait la mentalité en plus. On sentait qu'il avait une approche de course hyper offensive. Le gars, il était vraiment pas là pour tailler des savons, quoi. Il était là pour gagner ce Giro et absolument rien d'autre. Mais effectivement, il s'est trompé d'adversaire parce qu'il a vite fait... Mais à son initiative en plus, où il a vite fait mousser un peu ce duel avec Primož Roglič. Dans les déclats et tout, c'est ce truc du petit tchèque qu'il a pas voulu lui faire. Après, il a dit non, c'est par tradition italienne, c'est un truc qu'on fait pas chez nous et tout. On serre la main et tout. Et viens chez moi, je te montrerai. Voilà, exactement. Viens chez moi, je te montrerai mes trophées. Il en a fait énormément et je suis assez d'accord. Il s'est juste trompé d'adversaire. Et les 2 Movistar qui ont continué à faire leur affaire sous le radar. Là où ils le perdent vraiment, c'est vraiment pour moi c'est l'étape du Lagos Serrou où Landa part et
parce qu'il se focalise sur Roglic, il laisse encore Carapaz partir derrière. Et c'est Landa qui arrive avec 1,30 d'avance sur Nibali, mais ce jour-là, Carapaz reprend déjà une minute. Et pour moi, c'est ce jour-là qui se plante vraiment. C'est là que la polémique commence à naître. Et que lui, il a commencé en plus, il l'a maintenu jusqu'à la 16e, 17e. On s'est rendu compte qu'il avait perdu un peu le. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir de s'être trompé d'adversaire, Paul, alors que personne ne voyait Richard Carapaz? Est-ce que lui, en tant que leader, devait le savoir? Moi, c'est ça mon point de vue. C'est que qui va reprocher à Nibali, le lendemain de la 14e étape, qui va lui reprocher d'avoir calqué sa course sur Primož Roglic et pas sur celle d'un Landa qui est au pâquerette au général et d'un Carapaz qui l'est un peu moins parce que mine de rien, Carapaz il fait un excellent chrono de milieu de tour, qui l'est un peu moins mais dont on ne se méfie pas. Et l'erreur elle est peut-être là, pas de se dire que Carapaz n'était pas au niveau, c'est qu'il s'est pas méfié, il s'est pas assez méfié de Carapaz, mais c'est impossible, et même nous les suiveurs, on l'a dit dans le Carapaz, il fait 4 l'an dernier. Oui, il fait 4 l'an dernier. Mais je pense qu'on l'a même pas considéré comme un propre leader chez Movistar. Alors imaginez le considérer comme un potentiel vainqueur de Giro. Nibali, au lendemain, moi c'est ça que je veux dire, c'est pour ça que je vais essayer de le défendre un peu, c'est que quand il perd 1 minute puis 1 minute 30, je crois, sur Carapaz en 2 jours. 3,30 en 2 jours. 3,30 en 2 jours. Je ne peux pas lui reprocher d'avoir calqué sa course sur Primož Roglic, qui n'a pas montré un signe de défaillance, alors que tu sais que tu as un contre-la-montre qui arrive dans 1 semaine et demie. C'est lui le grand favori de Roglic encore ce jour-là. À la première fois, à la limite, on peut dire qu'il sait pas, qu'il fait une petite erreur en le laissant partir, mais le deuxième jour, pourquoi lui relaisser de nouveau prendre 2 minutes? Voilà. La fois où il prend 1,29, à la limite, j'ai envie de dire, c'était difficilement prévisible, et même si Gaëtan, je te rejoins, laisser partir les 2 Movistar, c'est risqué, on peut dire il calque sa course sur Roglic et il y a une certaine logique là-dedans. Mais le lendemain, laisser le même mec reprendre encore 2 minutes, là, c'est n'importe quoi. Et je pense que le lendemain, même s'ils auraient voulu faire autrement, je pense qu'ils n'auraient pas pu. J'ai l'impression que Carapaz était dans une journée assez exceptionnelle. Ils n'ont pas roulé, ils n'auraient peut-être pas gagné, ils n'auraient peut-être pas repris Carapaz, mais ils n'auraient pas repris 2 minutes. Parce qu'au final, on se dit, Nibali, mais Nibali, dès que Carapaz a attaqué dans ce Giro, il ne l'a jamais suivi. Hein. Oui, c'est ça en fait. Sur l'étape 13, étape 14, et que ce soit aussi dans les Dolomites. C'est ça, Paul. Et dans les Dolomites, il a même montré des faiblesses. Je voulais vous poser la question parce qu'il y a des choix tactiques qu'on peut remettre en question, que tu peux défendre, que vous pouvez vous remettre en question. Mais est-ce que sur le niveau pur, tout simplement, Nibali n'était pas moins fort que Richard Carapaz? Je pense que Nibali, il avait la conviction qu'il allait pouvoir faire la différence, soit dans le Mortirolo, soit sur l'étape qui va à Côme, sur les routes du Tour de Lombardie, où Il connaît par cœur. Qui connaît par cœur. Dans ses déclarations, dans la manière dont il avait préparé ces 2 étapes juste après la 2e journée de repos, on sentait que c'était là qu'en gros il voulait mettre le coup. Et c'est là que Carapaz a été absolument bluffant parce qu'à chaque fois il le suit. C'est le seul à le suivre, même dans la descente du Civiglio où Nibali est héroïque et on a l'impression qu'il part. Qui est-ce qui débarque à la fin? C'est Carapaz qui réussit à le suivre. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Nibali s'est peut-être dit ok, je me suis peut-être planté d'adversaire et surtout, puisqu'on parle de niveau, peut-être que Carapaz, en fait, il est au même niveau. Mais il vous a pas déçu, vous, Nibali, sur le plan du niveau pur? Je pense malgré tout que le grand Nibali, il y a quelques années, il n'aurait pas coché 2 étapes comme ça, comme tu le dis, et qu'il aurait considéré qu'il pouvait faire la différence partout, et qu'il aurait peut-être moins attendu pour essayer de la faire. Il aurait essayé d'être celui qui allait prendre le maillot rose, là où Carapaz l'a pris, en fait. Le grand Nibali de 2013 ou de 2016, peut-être plus 2013 d'ailleurs, aurait pris le maillot rose le plus tôt possible. Et là, le fait aussi dans sa guerre avec Roglic, le fait qu'il soit dans cette guerre un peu des déclarations, qu'il entretienne une rivalité comme ça, pour moi, ça montre malgré tout un Nibali qui n'était pas dans une confiance optimale, qui savait qu'il était un candidat, mais qu'il n'était pas forcément le numéro 1. Les années passent, et c'est plus Nibali de 2016, et encore moins celui de 2013. Rendez-vous compte, on parle quand même d'un mec qui a gagné un grand tour en 2010. On est en 2019. Et qui a gagné 2 Giro en 2013 et 2016. On n'oubliera jamais le poignet cassé d'Igor Anton. Oui, voilà. Mais tu vois, il a eu des circonstances. Et on parlait de son côté tactique. En 2016, il bénéficie d'un fait de course incroyable avec cette chute de Steven Kruijswijk. Là, je pense qu'il a un peu trop, comme tu l'as dit, je suis assez d'accord, il a un peu trop espéré ça. Il a un peu trop attendu le fait de course. Lui, en soi, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Il a évité tous les pièges en première semaine. Il a fait des excellents contre-la-montre. Il a été très haut niveau, très bon en montagne. Moi, je ne l'attendais pas à pareille fête en montagne. C'était le coureur le plus complet de ce Giro. Sa seule petite erreur, c'est d'avoir laissé partir Richard Carapaz. Peut-être pas sur l'étape 13, sur l'étape 14. Mais le soir de l'étape 14, comme je l'ai dit, tu ne peux pas lui reprocher ça parce que
personne ne pense que Carapaz a les épaules pour aller jusqu'au bout à Vérone en fait. Carapaz a beaucoup bénéficié de Mikel Landa pour gagner ce Giro. Nibali n'a pas pu bénéficier d'un coureur aussi fort à côté de lui. Est-ce qu'il a eu un problème d'équipe aussi, de niveau d'équipe ou pas du tout? Non, il a eu des bons équipiers. Caruso a fait du super boulot bien au-delà des attentes et Pozzovivo a été présent en dernière semaine. Complètement d'accord. Je pense que Nibali a été bien entouré. Après, oui, je pense qu'en effet, il était juste inférieur en termes de potentialité physique pure et simple, mais je pense qu'il le savait avant même le départ de la course, par rapport à Roglic, par rapport à Dumoulin, par rapport sans doute qu'il ciblait un Yates avant même de cibler un Carapaz. Donc c'est pour ça qu'il a été aussi à tel point l'animateur de la course. La course se focalise autour de lui parce que c'est lui qui l'a dynamité à chaque fois. C'est lui qui attaque dans le Mortirolo, c'est lui qui attaque dans la descente du Civiglio. Il avait besoin de faire ça n'a pas suffi. Dernière question, du coup, il annonce vouloir aller sur le Tour de France. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision pour vous? Ça, maintenant, il fait ce qu'il veut. Là, pour le coup, sur le Tour de France, il n'aura pas de pression. Il l'a dit d'ailleurs, il s'est enlevé toute cette pression. Il veut jouer des victoires d'étape avec un éventuel maillot à poids. Il ne sera pas capable de jouer le classement général. En tout cas, pour le moment, il reste assez vague sur ses ambitions. Il a cette lucidité-là. Non, qu'il aille sur le Tour de France, ce sera toujours sympa. C'est un coureur de charisme qui va dynamiter la course. C'est toujours agréable d'avoir ce genre de coureur sur un Tour de France, mais il ne jouera pas un rôle principal. Le problème, c'est que pendant les 10 premiers jours, on ne va jamais le laisser sortir parce que même s'il perd un peu de temps, on considérera qu'il est encore trop proche et trop dangereux. Donc il va peut-être tenter des choses, mais ça ne fonctionnera pas. Et après, moi, j'ai jamais adoré voir des coureurs de la trempe de Nibali venir sur un Tour de France pour jouer des étapes. J'aurais vraiment préféré qu'il fasse une grosse coupure, qu'il prépare la Vuelta et qu'il soit un candidat sérieux pour cette Vuelta. Ça en dit long sur la Vuelta, quoi. Plutôt que... Pourquoi? Ça en dit long sur sur ce l'amour et la volonté des gens. Tout à fait, mais je veux dire, en tout cas, venir sur le Tour de France comme ça, un peu pour jouer les étapes, il y a 50 mecs qui vont venir avec le même état d'esprit. Évidemment, il va peut-être en claquer une, mais pour moi, un Tour de France où Nibali est à 1 heure du vainqueur et gagne une étape, ce n'est pas forcément un Tour de France réussi. Ce qu'il a dit exactement pour le moment, c'est qu'il restait vague sur ses ambitions et que ça dépendra de sa condition. Voilà, après avoir parlé de Vincenzo Nibali, on va passer au focus parce qu'on va parler des Français, faire un petit bilan de nos Frenchies. C'est parti. J'ai dit qu'ils étaient une belle douzaine au départ. Non, ils étaient 9 exactement. On va les citer: Madouas, Vuillermoz, Bidart, Dupont, Peters, Le Gac, Desmar, Galopin et Sénéchal étaient au début de ce Tour d'Italie. Parlons d'abord du classement général. Parlons de Valentin Madouas. 22 ans, 13e pour ce premier grand tour. Paul, est-ce qu'il t'a bluffé, Valentin Madouas? Il m'a bluffé, oui, il m'a bluffé parce qu'il est jeune et que surtout, quand on connaît le contexte, quand on sait qu'il n'a rien préparé là-dessus, qu'il a très peu travaillé le chrono, qu'il a fait très peu de haute montagne, voire pas du tout, si on en lit les différentes déclarations. D'ailleurs, en parlant de déclaration, on va la prendre, celle-là. Ce Giro m'a apporté des réponses. J'ai énormément appris sur moi-même. J'ai vu que je pouvais être régulier sur une course de 3 semaines. J'ai vu que je récupérais bien. J'ai pu jouer tous les jours, même si j'ai eu aussi beaucoup de moments de souffrance. Il a dit, en plus de cette déclat, mais ça rentrait pas, le cadre était trop petit, qu'il n'a pas fait un jour dans un gruppetto sur son premier grand tour. Et ça, mine de rien, nous, on s'en rend pas compte, mais je pense que pour un coureur, c'est important. Je pense que là, ce Giro, ça va être un déclic pour lui, dans le sens où il se voyait comme un chasseur de courses d'un jour. On l'a vu très bon à l'Amstel, on l'a vu très bon sur les classiques de Drôme et de l'Ardèche. Là, je pense qu'il s'est peut-être mué psychologiquement déjà dans un premier temps en futur coureur de grand tour. Gaëtan, tu me racontais ça juste avant l'émission, qu'effectivement, lui, il était pas du tout destiné à jouer le classement général. En tout cas, il ne l'a pas préparé. Non, absolument pas. Il avait atteint son pic de forme pendant les Ardennes. C'était son vrai objectif. Il voulait faire l'Amstel à 100%. Il l'a fait. Il a fait 8e. Mais après ça, il a complètement coupé. J'avais vu son entraîneur après la 20e étape qui me racontait un peu son parcours après les Ardennaises. Et en fait, après, il a passé sa soutenance parce qu'il suit ses études d'ingénieur à Brest. Et puis après, il est parti en Thalasso quelques jours avec sa copine. Et puis il est arrivé à Bologne, en fait, juste en ayant rouloté tranquillement chez lui. Mais il n'a pas fait un col, il n'a pas travaillé en chrono. C'est hallucinant. Il est arrivé sans préparation sur ce Giro. Et en fait, on parlait du parcours tout à l'heure en le critiquant. Pour lui, ce parcours, il était impeccable parce que pendant 10 premiers jours, il a pu rester tranquillement au chaud, monter en puissance. Il a fait son entraînement, en fait. Exactement, il s'est entraîné. Toute la préparation, en fait, il l'a fait pendant les 10 premiers jours. Et il s'est lui-même effectivement surpris de pouvoir être encore à l'attaque à la 20e étape, être à l'avant. En plus, le premier col, il le passe, il raconte complètement largué. Il est au-delà de la 80e place. Et puis, il revient au train, il sent bien, il sent qu'il a les jambes, il monte en puissance. Et puis, il se retrouve. Il se couchait à 3h du mat. Quand il faisait ses révisions, effectivement, parce que son père et sa copine
copine et sa sœur aussi sont allés le voir. Et puis son père, Laurent Madouas, ex-grimpeur, me racontait qu'effectivement, il révisait son oral jusqu'à assez tard le soir, encore 5-6 jours avant le début du Giro, quoi. Donc c'est rigolo, belle histoire. Et puis ouais, on le sentait surpris et puis fier de ce qu'il a réussi. Après, est-ce que ça va vraiment tout de suite le transformer en coureur de grand tour? Je pense pas. Lui, pour l'instant, en tout cas, son entourage préfère qu'il se focalise sur les courses d'un jour, sur les classiques. Et puis après, pourquoi pas, mais c'est clair que c'est un déclic. Et j'espère qu'il continuera de se concentrer sur les courses d'un jour parce que franchement, c'est plus sympa à jouer pour un jeune coureur comme ça, d'aller chercher une course d'un jour et même sur l'Amstel, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On a vu le Cernao Fou de cette année. On peut gagner une Amstel sur un coup de dé, alors que gagner un grand tour ou faire un top 5 sur un grand tour, non, ça se passe différemment. Et là, moi, j'aurais presque même aimé sur ce Giro qu'il aille davantage dans les échappées, qu'il fasse davantage une course à la Giulio Ciccone, on en parlait tout à l'heure, plutôt que de se concentrer et de se battre pour sauver un top 15 au général. Alors il était un peu dans l'entre-deux, il a fait un peu une course intermédiaire où il a pris quelques échappées qui lui ont permis de se replacer, mais j'aurais aimé qu'il délaisse encore davantage le général pour se concentrer sur les étapes, et j'espère qu'il poursuivra là-dedans. Cette échappée qui a permis du coup à Nance Peters après de prendre le maillot sur le contre-la-montre, cette échappée fleuve, il reprend quand même je crois bien 6 minutes, ça l'aide aussi à être placé pour le général. Il en fait une autre en fin de semaine aussi. C'est ça. C'est pas tronqué, mais voilà, ne pas non plus trop s'enflammer. On se rappelle notamment qu'un Pinot sur son premier tour avait fini 10e, qu'un Bardet avait fait un tour 15e, je crois aussi. C'est pas non plus une performance exceptionnelle chez un jeune coureur, c'est ça que je veux dire aussi. Et pareil que toi, moi je préférerais quand même encore le voir sur des courses d'un jour et ne pas griller les étapes. On reste dans la même équipe, Groupama FDJ, mais on parle du sprinter Arnaud Démare qui a beaucoup fait parler de lui. Il a gagné une étape, la 10e, mais il a perdu ce maillot cyclamen, Paul, et voilà, ça fait tâche quand même. Moi, vous connaissez un peu ce que je pense du bonhomme, et là, oui, mais on connaît aussi ce que tu disais pendant le Giro, qui était plutôt parce que je agréablement surpris. Je suis objectif, je l'attendais au pâquerette sur ce Giro, battu par des sprinteurs plus forts que lui. Mine de rien, Arnaud Démare gagne une victoire d'étape, il porte le maillot cyclamen pendant 7 jours, et puis après on en arrive à cette dernière arrivée au sprint. J'ai pas les mots en fait. J'ai pas les mots. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as quand même une consigne claire des directeurs sportifs pour dire ne roulez pas, laissez l'échapper, remporter cette victoire parce que Ackermann, s'il gagne, il va reprendre le maillot. Surtout qu'en plus, ils avaient bien bossé puisqu'ils avaient récupéré des points sur le sprint intermédiaire. C'était du tout cuit. Et puis à 2 km de l'arrivée, ils ont commencé la Groupama déjà commencé à rouler. Je pense sur ordre du coup d'Arnaud Démare qui devait se sentir fort. On en parlait un peu en début d'émission. Et du coup, Arnaud Démare rate son sprint, Ackermann gagne, et le maillot cyclamen leur passe sous le nez. C'est tout bonnement catastrophique. Bravo. Gaëtan, vous avez fait un papier d'ailleurs exactement sur cette histoire-là, que tu as écrit toi dans l'équipe. Ils en pensaient quoi, les directeurs sportifs, de cette tactique qui a été initiée par les coureurs, à ce qu'on a compris? Ouais, ils étaient un peu attristés. En tout cas, c'était pas de leur. Attristés, c'est le mot. Allez, ils étaient un peu atterrés. Non, oui, eux n'avaient pas donné la consigne. Ils avaient même en fait donné la consigne de ne pas rouler. L'idée, c'était de laisser partir une échappée, qu'ils aillent prendre les points et puis que derrière, ils en parlent plus. Démare valide son maillot. Alors, ils auraient préféré qu'il soit plus que 3 devant, mais eux étaient encore convaincus quelques minutes après l'arrivée que si leurs propres coureurs ne se mettent pas à rouler, les 3 ne sont pas repris et Arnaud gagne. Ce qui est fort possible. Ce qui est fort possible. Il avait une belle avance. Ah oui. Et puis d'ailleurs, Tim a réussi à tenir jusqu'au bout. Donc, on a l'impression en plus que le train commençait un peu à s'effriter, le train de la Bora. Mais en fait, je pense qu'ils ont très largement sous-estimé, au-delà de l'erreur tactique, ils ont sous-estimé Pascal Ackermann. Ça faisait quelques jours qu'ils racontaient qu'ils étaient derrière lui en montagne dans le groupe Eto et puis qu'ils le voyaient à la ramasse totale, craquer même sur des cols qui n'étaient pas répertoriés. Et je pense qu'ils se sont sincèrement dit, les coureurs autant que les DS, que en fait, même si ça arrive au sprint, ça va le faire, quoi. Arnaud réussira au moins à terminer juste derrière Ackermann et du coup à assurer ses points. Au final, c'est le scénario cauchemardesque parce que non seulement ils sont mis à rouler contre les consignes, en plus Démare fait 8, donc il fait un sprint catastrophique. Rien n'est allé. Il est sur le côté, on se demande un peu où il est. T'as le droit à la limite de prendre des responsabilités comme ça. Si tu te sens fort, t'es un leader d'équipe. Moi, je suis presque pas choqué le plus par ça, mais si tu prends cette décision-là, toi-même contre l'avis de tes directeurs sportifs, voilà, tu dois aller réussir ton sprint. T'as pas le droit de faire 8e. T'as le droit de terminer derrière Pascal Ackermann. Et encore, je veux dire, tu peux sous-estimer Ackermann comme tu le dis, Gaëtan, mais ils se sont aussi surestimés eux-mêmes dans cette histoire parce qu'ils pensaient qu'ils allaient gagner le sprint. Or, tu fais 8e, je veux dire, ça se joue pas à pas grand-chose. C'est énorme la différence.
différence. Et il surfait sur une belle dynamique. Non, mais vraiment, depuis la victoire de Desmar, c'était un début de Giro galère pour le Groupama FDJ où ils étaient un peu au fond du sac parce que à chaque fois, Desmar faisait des places d'honneur, il n'y arrivait pas, il avait à chaque fois un petit souci. Puis depuis qu'il a gagné à Modène, il y avait une sorte de bonne dynamique pour la remis la Groupama. tête dedans, quoi. Ah bah là, c'est la gueule de bois. Et le problème, c'est qu'on oublierait presque la victoire d'étape de Desmar, qui foncièrement, on va dire que c'était le minimum syndical. Et le Giro n'est pas complètement raté parce que tu sors avec ta victoire d'étape. Le problème, c'est que cette histoire-là, c'est un broglio où tu le perds en plus de cette façon-là. Ça vient faire zapper tout le reste et ça passe au-dessus de tout, quoi. Ça met de l'eau à mon moulin. Ouais. Moi, j'étais sur l'étape de Courmayeur et après, j'ai vu les coureurs 2-3 fois ce jour-là et j'ai quand même l'impression qu'Ackermann, après, j'étais pas dans les Dolomites, j'ai pas vu, mais j'ai l'impression qu'Ackermann montait mieux qu'Arnaud Desmar. Je le sentais déjà plus en forme. Et là, je me suis dit, c'est sûr que si ça se joue sur un dernier sprint, il va y avoir un vrai problème parce que j'ai cette impression qu'Ackermann était plus fort. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 étapes de montagne en plus. Et de ce que tu dis, Gaëtan, Ackermann a mal fini. Ça, après, c'est du ressenti de peloton. Peut-être qu'il voyait vraiment Ackermann au bout du gouffre. Et qui pensait qu'il allait le battre, mais la vérité, c'était quand même présomptueux. Sur un Giro où il n'y a pas la concurrence du Tour de France, où Viviani et Gaviria ne terminent pas la course, et Ewan non plus, en vérité, tu ne dois pas te retrouver à 2 jours de l'arrivée avec 5 points d'avance sur ton maillot cyclamen. Et Desmar aurait dû l'assurer bien avant, et le problème, c'est qu'il se soit retrouvé dans cette situation-là. Ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, déjà, Desmar l'avait pris à Ackermann parce que Ackermann avait sous-estimé le Français, parce qu'il allait le chercher quand Ackermann a encore le maillot cyclamen, il va le chambrer à un sprint intermédiaire. La veille, Ackermann, il s'était fait repérer en train de se faire une grosse pizza avec sa copine le midi après un chrono. Enfin, il était serein, quoi. Il était en pleine confiance, quoi. Bon, finalement, il chute 1 kilomètre de l'arrivée, il se râpe pour le reste du Giro et il perd son maillot. Bah voilà, il finit lui avec 3 étapes ouais. de maillot. Ouais. En tout cas, il y a une petite histoire qui s'est créée entre les deux, entre Desmar et Ackermann. Il y a eu des petits mots qui ont été échangés. Donc c'est une histoire qu'on va évidemment suivre. Dernier mot sur Groupama FDJ, Olivier Legac, qui était le 3e français, profite de Flandrien. Bon, il avait pris une échappée, il a terminé 10e d'une étape. Bon voilà, on le reverra peut-être sur la Vuelta où on verra. On passe à AG2R et à Nance Peters, Paul qui a pris un maillot, mais surtout qui a gagné une étape. Ouais, mais c'est fou, c'est vraiment un tour magnifique pour Nance Peters. Vraiment, on ne l'aurait pas imaginé à pareille fête. Déjà, après sa belle échappée, et puis le contre-la-montre 2 jours plus tard, il arrive à prendre ce magnifique maillot blanc qui gagne 3 jours. Après, on se dit qu'il a fait son Giro et personne ne lui aura reproché de terminer un Giro avec la performance qu'il a faite. Eh ben non, sur l'étape d'Antols, il va en claquer une magnifique. Sur les terres où Martin Fourcade aime briller d'habitude. Aimé. Mais pourquoi ? Il a fait une saison moyenne, Martin. Il laisse rien passer. On parle quand même de Martin Fourcade. Je chante. Et pour le coup, non, c'est un Giro magnifique. Il n'y a pas grand-chose à dire. Là, il va rentrer chez lui. Le devoir est accompli. Le devoir est largement accompli. Félicitations à lui. Vraiment, sa victoire sur Antols, je pense que c'est le moment où j'ai le plus vibré sur ce Tour d'Italie. Donc, franchement, rien à dire. Bravo à Nance Peters. Romain, un mot de Nance Peters. Pas mieux que Paul. Il a quasiment, en 3 semaines, confirmé tous les espoirs qu'il y avait en lui. Voilà, il avait fait un très beau Tour de l'Ain l'année dernière. On attendait de voir ce que ça allait donner sur une course plus réputée. Il a largement répondu aux attentes. Plus que ce qu'on attendait même. On s'y attendait chez AG2R à cette montée en puissance de Nance Peters et cette victoire-là ou pas ? Il l'espérait, ouais. Après, Nance Peters, c'est vrai qu'il sort pas de nulle part. C'est quelqu'un qui a toujours été dans le giron AG2R, qui était très bon chez les amateurs, très bon chez les jeunes, et qui a beaucoup tourné autour d'une victoire sans vraiment réussir à y parvenir jusqu'ici. Mais en tout cas, ouais, tout le monde y croyait et tout le monde était vraiment très très content pour lui, parce qu'il a énormément préparé ce Giro. Il s'était fracturé la clavicule l'an passé et il n'avait pas pu le faire alors qu'il avait déjà envie de s'y essayer un peu en ayant une carte blanche. Et puis c'est un énorme bosseur, très apprécié, il est très minutieux, c'est du genre à analyser les parcours pendant 15 plombes, à bien préparer sa valise pour être sûr qu'il n'y ait rien. Même chez lui, il avait refait les appartements de tous les jeunes d'AG2R en bricolant des trucs pour accrocher des vélos. Enfin voilà, c'est quelqu'un de très préparé, très minutieux, qui sait exactement ce qu'il veut. Et c'était cool de voir que c'est un garçon comme ça... Voilà, volontaire, appliqué, qui réussit à se révéler sur une aussi grande course. Et après, AG2R avec Yves Vuillermoz qui a terminé 29e, Tony Galopin qui a fait 2e d'une étape à l'Aquila, mais après qui a abandonné. Alors, bilan globalement positif grâce à Nance Peters pour AG2R. Ouais, positif grâce à Nance Peters. Et merci Nance Peters. Hein, parce qu'Alexis Vuillermoz, avec les problèmes qu'il a connus, il pouvait difficilement espérer mieux. Mais on est alors, quand le problème, juste pour ceux qui n'ont pas vu Polo,
Voilà, il a fait une grosse crise d'asthme dans le Mortirolo quand il faisait très froid. Il est tombé dans le ravin et il a dit que voilà, il a quasiment eu la vie sauve grâce à un médecin qui est passé. Ouais, Donc, il est tombé 7 fois sur le Mortirolo, c'est fou quand on y pense. Mais même avant, je ne savais pas que c'était 7 fois. Alexis Villermoz est décevant depuis maintenant 2 ans, presque 3. Il n'a pas passé un cap et même j'ai l'impression même qu'il régresse. Et quand je l'ai vu s'aligner sur le Tour avec des ambitions pour le général, j'étais pas. Je le trouve à sa place aujourd'hui. Bon, 29e, c'est beaucoup. Il a eu des problèmes, certes. Il aurait pu espérer quoi, un top 15 et encore, il ne peut pas espérer mieux. Et je pense qu'il va falloir qu'il se reconcentre peut-être sur d'autres objectifs. Parce que clairement, le général et même la haute montagne, c'est plus pour lui. On sait que les classiques lui correspondent mieux de toute façon et il a gagné en début de saison sur une course d'un jour aussi. Et je pense que c'était une parenthèse un petit peu ce Giro, mais il sait au fond de lui que c'est les courses d'un jour qui sont faites pour lui. Ouais, mais c'est pas toujours ce qu'il a visé, tu vois. Et j'ai l'impression que quand on l'envoie, ou je sais pas si c'est de sa faute à lui ou de la faute d'AG2R mondial, mais quand on l'envoie avec l'objectif de faire une passe sur le général, et ben c'est pas ça Alexis Villermoz. On le sait, on l'avait vu notamment à Mur de Bretagne sur ce genre de course de type ardennaise. On sait qu'il peut très bien performer. Arrêtons de lui demander d'être performant sur 3 semaines au plus haut niveau. Je pense que c'est pas ce qui lui rend service. C'est l'équipe quand même qui avait annoncé un top 10 au général, ambition top 10 avant le début du tour, top 10 voire mieux pour les citer très précisément. Et dès la conférence de presse de début de Giro, Alexis Villermoz, il a fait pop, on va peut-être un peu se calmer. Je suis en reprise seulement, j'ai eu 10 jours sans vélo après ma chute sur Tirreno, je vais y aller tranquillement. Bon. Donc lui-même savait qu'il n'était pas dans une forme optimale. Lui-même savait qu'il n'accrocherait pas le top 10, qu'il pourrait faire des échappées s'il le voulait, mais non. Lui-même savait que ça n'irait pas et je pense son équipe aussi. Et le dernier Français, il était dans aucune des 2 équipes françaises. C'est Florian Sénéchal qui a chuté et abandonné à la 20e étape. C'est très dur ça. Mais il a terminé une fois 5e sur la 4e étape au moment de la victoire de Richard Carapaz. Et une fois 4e sur le fameux sprint de la 18e étape qui a vu Desmar perdre le maillot cyclamen. Voilà, on a terminé avec nos Français. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on est bon? On est bon. François, ça va. Oui, voilà, on est bon pour les Français. Donc on peut passer au quiz, les amis. Dernière partie de l'émission. C'est parti pour le quiz. On peut y aller. Ah oui, il y a les news. Tout à fait, il y a les news. Bah, c'est parti pour les news. Et oui, j'avais oublié, il y a 2 petites news qu'on voulait aborder parce qu'il y a la prolongation de Julien Alaphilippe chez Deceuninck Quick-Step. On en avait beaucoup parlé dans Roue Libre. Ça y est, c'est fait, c'est signé avec un petit verre de vin, Polo. Ouais, avec le petit verre de vin, la photo était marrante avec Patrice Lefebvre. Oui, bah c'est bien. Écoute, qu'est-ce que j'ai envie de te dire ? Il préfère rester dans le giron Quick-Step plutôt que d'aller chercher un énorme chèque dans d'autres équipes. Bel effort aussi de la part de la Quick-Step de le garder, de lui accorder sa confiance. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un très bon choix et pour moi et pour la Quick-Step et pour Julien Alaphilippe. On avait peur qu'Alaphilippe se barre pour aller chercher plus de thunes. Il l'a pas fait. Donc non, bon, il va pas prendre un SMIC chez Deceuninck. Non, il va prendre une belle revalorisation. Voilà. Il aurait quand même pu espérer mieux chez d'autres équipes. On sait que notamment Total lui faisait les yeux d'eau et Total va, à mon avis. Peut-être que Quick-Step s'est aligné. Peut-être que Quick-Step s'est aligné. Je pense pas, honnêtement. Quand on connaît les problèmes financiers de la Quick-Step en ce moment, après, bien sûr, c'est de la fiction. On n'a pas d'infos là-dessus, mais voilà, je pense quand même qu'il aurait pu toucher mieux ailleurs. Julien Alaphilippe, pour toi, il a sa place chez Deceuninck, Gaëtan? Ah oui, sportivement, c'est difficile quand même de lui reprocher ce choix. Je pense qu'en fait, c'est surtout s'il avait pris n'importe quelle autre décision où là, on aurait pu débattre. Ouais, on aurait pu débattre et se demander pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Il aurait pris un gros risque, quoi. Ah, franchement, il aurait pris un gros risque. Après, est-ce qu'il aurait pris un plus gros risque dans une équipe française que dans une autre? Je ne sais pas. Là, on est sur de la fiction, mais franchement, c'est une excellente décision. Tout le monde au sein de la Deceuninck s'est soudé autour de ce coureur depuis le début de la saison. Ça fait même un an et demi qu'il cartonne. Non, il a raison, il a ses bases. Et puis je pense que c'est quelqu'un qui a aussi besoin de te sentir bien encadré, d'avoir ses repères pour pouvoir évoluer aussi librement que ça lui plaît. Donc non, très bonne nouvelle pour lui. Bon, on ne connaît pas la revalorisation salariale de Julien Alaphilippe, mais en tout cas, on connaît celle de notre ami Richard Carapaz qui va signer sûrement, c'est quasiment fait, chez Ineos. D'après les infos de la Gazzetta, c'est quasiment fait. Bon, là, par contre, on parle par année, 150 000 €, il passerait à 1,5 million. Bon, Robin, là, on sait dire que c'est joli. Chèque, mais la vérité, c'est que Movistar vient de découvrir qu'elle avait un leader capable de gagner des grands tours.
Je pense qu'il aurait tout intérêt à jouer un peu plus doucement, à voir ce que lui propose la Movistar, parce qu'on sait que Quintana, il y a des rumeurs chaque année, mais un peu plus cette année pour un départ. Landa va aller que- chez Bahreïn, je pense. Que Landa pourrait lui aussi partir. En tout cas, chez Movistar, on a un leader qui est Carapaz et que je pense qu'ils vont vouloir conserver. Donc, ils sont capables de lui faire une proposition qui pourrait ne pas être loin des 1,5 million d'Ineos. Et si on lui propose un statut de leader numéro 1 ou numéro 2 chez Movistar, avec le même salaire, c'est peut-être mieux que d'être numéro 3, 4, 5, je sais pas, chez Ineos. Donc je pense qu'il ferait mieux d'attendre un petit peu, de ne pas se précipiter. De toute façon, le mercato n'est pas officiellement ouvert pour l'instant. Donc s'il veut signer chez Ineos, ce sera que à partir du mois prochain. Donc, ou août, je sais plus, je sais jamais quand ça ouvre. Mais en tout cas, c'est pas tout de suite. Donc il a quelques semaines pour faire patienter, peut-être faire monter les enchères. En tout cas, bien malin qui pourra dire à quoi ressemblera Movistar l'année prochaine, parce Il faut qu'ils que- veulent un peu tous se barrer, mais ils veulent un peu Si tous la, rester quand si la même. Movistar veut garder Carapaz, donc revalorisation salariale obligatoire, donc un départ de Quintana minimum. Landa, à mon avis, c'est presque fait. Mais si Quintana ne s'en va pas, ils ne pourront pas donner autant d'argent Oui, à parce Carapaz. qu'il Et là, à prend- mon il avis, prend ils beaucoup risquent Quintana. de voir Carapaz partir. Donc voilà. Voilà, ça y est, c'est terminé cette fois pour les news. On va enfin pouvoir passer au quiz. C'est le moment qu'on attend tous. C'est parti. Donc ce quiz qui cette semaine va donc se dérouler avec chacun, Quelle c'est pression. chacun pour soi quand Quelle même. pression. Je le rappelle, c'est pas Robin et Gaëtan contre Je peux vous Paul. laisser, il y a peut-être un duel depuis le début de la Il y a un saison. duel, mais voilà, ils vont- Je vais le faire rage, et là, c'est la petite pause cette semaine. Ouais, c'est On met On met exactement entre ça. parenthèses. La meilleure partie de l'émission. Je restais sur Exactement. 2 victoires. Hein. Oui, que personne n'explique, mais. Donc Moi non plus, Gaëtan, sache que la première partie du quiz, c'est des images qui sont mises dans le barco avec les visages cachés, et donc on doit Je trouver. connais, je vous regarde. Ah, sachez que voilà. je vous regarde Je ne toutes les sais pas, je ne semaines. suis pas avec toi toute la que journée. d'habitude. Ah, rarement. Parce que Ok. les mecs dans le chat, les mecs qui commentent, ils trouvent toujours plus vite que nous. Il y en a même, ils les ont avant même. Oui. C'est vrai qu'il y en a certains qui apparemment sont très rapides. On peut y aller pour le premier qui est, Erwan, Thomas. Ce premier visage caché, Maïka. Formolo, ni l'un ni l'autre. t'as dit qui, Paul? Maïka. Alors ils en ont dit un chacun. Gaëtan, Ouais. tu peux en dire un. Un petit Bora qui était sur le Giro. Ah non, il n'y a pas d'indice. Ça Hein. n'a pas l'air d'être le Giro. Ah, il n'y a Ouais. pas d'indice. Il n'y a pas des Ouais, le banderoles Giro, roses c'est pas ou assez. quoi. C'est pas assez jeu. Et si je donne un indice? Grosse Schartner. Non, Pas mal. Schwartzmann. non, Bennett? Non, il manque les c'est listes. pas Bennett. Paul, tu as Ils droit à sont un- tous champions nationaux. en qui a plus. gagné une Ouais. étape cette année. Et donc, Sur le Giro? Non. non, pas sur le Giro. mais ils ont tous gagné cette année. Oui, c'est vrai qu'ils ont tous gagné cette année. Si je donne un Ah, indice, Fosselberger. non. Alors je donne un indice avant que vous redonniez d'autres réponses. J'en ai donné. Il est allemand. Il est allemand. Bah, c'est pas Ackermann. Non. Son nom de famille commence par un B. Bourgman. Bourgman. Ah. Bah, les gars, t'as vu. Je l'ai en tête, je l'ai pas. c'est vrai qu'il y a une Ah, densité c'était- de ouais. talent à la Bora. On pense pas forcément à Bourgman, mais voilà. Le tour où ils ont été incroyables. c'est, Pays Basque. Non, Pays Basque, Catalogne. Pays Basque, non Catalogne. Bon, ils ont été incroyables sur tous les Oui, tours. quatre- mais, quatre- Je confonds les deux. Oui, moi je confonds les deux aussi. mais Point ça, levé, l'un la des deux. Bora, on l'a pas mal vu. T'avais Bourgman, Schwarzman. t'avais Conrad, Schwarzman, ils étaient incroyables tous. Donc voilà, c'est toi, Paul, qui a le premier point de ce quiz. Conrad qu'on n'a pas dit aussi, on aurait pu le citer. Oui, qu'on n'a pas dit. Deuxième qui est, Betancourt. ce n'est pas Betancourt. Perrault. Non. Ah, j'aurais dit Ah, Perrault, lui ouais. aussi. J'aurais dit Vous Perrault. vous mettez en jambe là, les gars. Tranquillou. Géniez. Cherel. Non. Pozzovivo. Non. C'est un coureur, voilà, on n'en entend pas forcément parler, mais c'est un très bel équipier. Blel Que, Cadre. non, ce Oh, n'est pas dommage. Blel Kadri, c'est Il vrai était qu'on sur pense- le tour, il y a le casque jaune, c'est quand ils étaient meilleure équipe. C'est un bel indice. Riblon. Ce n'est pas Riblon. Cherel. Ouais, clairement, c'est le. Mais j'ai un doute sur sa nationalité, mais je crois qu'il n'est pas français et qu'il est luxembourgeois. Mais C'est facile là. J'ai le droit d'en dire non, Gastauer. voilà. Gastauer. Ben Gastauer, Ben Gastauer, bravo. Mais j'étais plus sûr, il est bien luxembourgeois. Ouais. Voilà. Donc point pour notre invité Premier Gaëtan point de Scherer. l'histoire. Et oui, voilà ton premier point de l'histoire dans Roue Libre. Ça fait 1 pour Paul, 1 pour Gaëtan. Troisième qui est, vous devriez être un peu plus rapide, mais Arnaud démarre. ce n'est pas Arnaud Desmar. Saro. Non, C'est cette année déjà, vu le maillot. c'est pas un pur sprinter. Bah voilà, vous voyez, il gagne plutôt en échappée. C'est un coureur qu'on a pas mal découvert l'année dernière, qui n'est pas français. Franchini. Non, ce n'est pas pas Kylian français. Franchini.
Oh, j'ai mais qui parle français, sa langue. mauvais. Guarnieri? Non, Ah. c'est un francophone. Ah. Ah, c'est- Avec, voilà, disons-le, on aime bien imiter l'accent. Rachenbach Non, Non, mais c'est un Belge. non, ce n'est pas un Belge. C'est un Belge. Morabito Ah, Morabito Non. c'est Duchesne. Antoine Ah, Duchesne, Duchesne, ouais, bravo. Canadien Antoine Duchesne, québécois. Ouais, il est québécois, ouais, je crois. Quand j'entends Mais- parler, je crois qu'il est québécois. Je suis pas sûr. Il est pas champion du Canada, Antoine Duchesne? Bah, mais il a Cette pas année les Peut-être l'année dernière. Peut-être Ça, l'année c'est un- dernière. C'est bizarre parce que ça, c'est un mode cette année. Donc, c'est bizarre. donc pas cette année. Il y a je peut-être eu vérifie les pas. championnats du Canada entre-temps. Donc voilà. Ce qui fait que vous êtes à égalité avant le quatrième. Les choses sont bien faites. Qui est-ce? Oui, les choses sont bien faites, exactement. Ouh, Ejdal. c'est vieux ça. Non, Tyler Farrar? non. C'est un coureur qui est passé par des équipes françaises. Oh là là. Ah, il a l'air d'avoir une belle coupe de cheveux en tout cas. Ouais, c'est vrai, il a une belle coupe de Ah, cheveux. J'aime peut-être. Coureur, bon, voilà, quand on le connaît, très sympa, Ah, qui aime bien parler, qui parle bien. Le Mevel? j'ai pas le droit. Mais on n'a pas le droit, Paul. Est-ce C'est à que- Gaëtan de est-ce- dire. C'est à Gaëtan de le dire, Polo. Ah, me regarde pas alors. Ça va être de ma faute. C'est Christophe Lemével. Bon, Ah. voilà, on peut le mettre. Personne n'a trouvé celui-là. Bien. Voilà, ce Ouais, regard. on n'avait pas le droit de Ce regard de braise de Christophe Lemével. Quelle coupe de cheveux? Voilà, quelle coupe de cheveux exactement. Voilà, bon, pendant les shoots. Donc voilà, point à personne. Prochain point sera donné au prochain qui est. Donc Paul, je le rappelle, la règle c'est que quand tu as donné Ah ouais. un nom, tu Il n'as oublie plus le vite droit les d'en règles, donner. Quand ça l'arrange. Quand ça l'arrange. Feu de l'action. Oui, je te comprends, Paul. Ah, il a Je te encore qu'à une comprends. seule réponse. Ouais, Quand même. ça Voilà, tourne. c'est ça. Oula. Matteo Matteo Tossato. C'est pas Non. Sorensen? Ouh, bien vu. Il y en a deux. deux. Chris Anker Sorensen? Chris Anker Ah Sorensen. ouais, je reconnais son physique de. Chris Ah, bien Anker vu. Sorensen. Bravo Paul qui prend le lead du coup sur ce qui est, c'est avec ses petits bras. Tossato il est un peu plus Oui, musclé. c'est vrai, hein. il est- c'est vrai, un c'est petit vrai. peu plus. un Ouais, petit mais en peu fait, j'ai pensé, Tossato tombait souvent, j'ai vu du sang et tout. plus. Parlant de Gregario, franchement, je pense que Chris Anker Sorensen peut être dans le top 10 C'est un vrai gars de dans la décennie. montagne, De la décennie. Donc, ce qui fait que Paul, tu mènes après la fin de ces qui est. Passons à la dernière partie du quiz qui sont donc les qui suis-je, qui ont été faits cette semaine une nouvelle fois par Erwan qui nous avait fait la semaine dernière. J'espère qu'ils sont plus faciles. Ah ouais, c'est vrai que Qui sont un peu plus faciles. Il m'a envoyé dans le mail, il m'a dit ils étaient un peu durs la semaine dernière. Cette semaine, j'ai fait un peu plus facile. J'ai 43 ans et je suis donc à la retraite. Ah bon? Je ne suis pas Escar Sevilla, Ni Rébelline. ni Rebelle. Ce que j'allais dire. J'ai connu de grands coureurs en tant qu'équipier tels que Christophe Moreau, Thor Hushovd ou bien Alejandro Valverde. Mes équipes, Festina, Crédit Agricole, Marlux, Chocolat Jacques, Agritubel, Caisse d'épargne et Cofidis pour la dernière. J'ai 8 victoires pro à mon palmarès en 10 ans de carrière. Mon cassin. Non. Mon principal fait d'armes, attention gros indice, champion de France 2006, Florent Brard. Florent Brard, Ah. bravo, excellent. Champion Florent de France Brard. 2006. J'y Avec pensais en fait Caisse avec le d'épargne. Cofidis Crédit Agricole, je l'avais en tête et tout, mais j'avais un doute sur le reste. Voilà, champion de France 2006 devant Thomas Vauclair, très heureux d'avoir perdu. Et Didier Roux? Et Didier Et Rousse, il perd une exactement. étape qui se fait battre sur le tour qui suit par Calzati, je crois. Il a le maillot de champion de France, mais c'est Calzati qui s'en va gagner devant Brard. Calzati qui t'avait fait perdre un quiz il y a 2 émissions. Qui a Donc monté quand une tu entends entreprise de Calzati, nettoyage. c'est synonyme de défaite. Les choses sont bien faites. Voilà, exactement. 2-2. Ce qui fait donc 2-2-1. Et donc le dernier qui suis-je qui va évidemment valoir 2 points pour notre invité parce que c'est notre invité, parce que ce n'est jamais le cas d'habitude. Hein. Ce n'est jamais le cas. C'est beau ce que vous faites. Dernier qui suis-je. Je vous le dis d'avance, je serai un peu plus compliqué à trouver que mon prédécesseur. C'est Erwan qui le dit. J'ai 35 ans aujourd'hui et j'ai 5 ans d'expérience professionnelle. Petite bizarre. carrière. On me décrit comme un puncher. J'ai couru dans des équipes locales avant de signer en pro en 2006 chez la Bouygues Télécom. Je n'ai que 4 participations au Grand Tour. Gélin? Ce n'est pas Anthony Gélin. 2006. Mais il a un Real rapport Madrid. avec Anthony Gélin. Je n'ai que 4 participations au Grand Tour, dont un Tour de France. Et comme Florent Brard, je fus champion national espoir en 2005 avant de gagner le titre pro 4 ans plus tard. Dimitri Champion. Dimitri Champion. Bravo. Réponse de champion. pour le coup. Ah ouais, exactement, qui était chez Bretagne Scheller et qui avait gagné autour de 2 Groupama FDJ, Anthony Gélin Française et des donc Jeux à l'époque. Anthony Roux. Voilà.
C'est donc, beau. donc voilà. Comme Quel podium. Brard, il était plutôt inattendu et il avait gagné Ouais. devant deux. Ah, ça, pour le coup, il était inattendu. Ouais. Bon bah désolé Gaëtan, tu n'as pas gagné ce Ah, quiz. j'étais prêt à répondre Steven Tronet pour le suivant. Là, c'est bon, Eh ben tu sais quoi, Erwan avait écrit je ne suis pas Steven Tronet. J'ai le même prénom que Fofonov. Avec un gros dernier indice. Donc voilà, victoire pour Robin, bravo, Bravo. qui Je retrouve la récupère mon victoire. bien, ouais. Je récupère ta Merci. ceinture. Je sais pas, on n'a pas la ceinture de catch là. Ouais. C'est Ah, c'est vrai, on devrait la ramener avec celui. Ça. Maintenant, on va prendre la ceinture de catch, celui qui gagne le quiz, il la Après la mettra. défaite Ah ouais, d'Anthony Joshua elle ce rêve la week-end, ceinture. c'est Paul J'adore. qui perd ça. Je C'est suis couché excellent. par un cousin de Joseph. Anthony, Ouais, Anthony, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Ouais Thomas qui arrive, Thomas Dupont. Elle a- Non, c'est les la bons, Vincent, les c'est la bons, Vincent. Ah oui, Merci. elle est pour toi. Merci Bravo. beaucoup. Voilà, je Bravo. la garde comme ça. Magnifique. Ça, j'adore, elle est magnifique. Fais-la Tu la tourner, tiens à elle est dans l'envers. le mauvais Tu la sens. tiens à l'envers. Elle tourne au milieu. Elle a été mal tournée donnée par Elle tourne. l'assistant. Ouais, oh. Oh là là On a du goodies ici. Hein. J'adore. Quelle Bravo. splendeur. Excellent. Bon, Donc merci voilà. à tous. Bon, j'espère que Gaëtan, tu reviendras pour un jour essayer de la gagner quand même. Avec plaisir pour gagner le quiz, surtout, ouais, c'est clair. Je vais plus la lâcher maintenant qu'il y a ça. C'est quoi ton programme là? Est-ce que tu vas repartir sur la route ou Oui, pour je le repars moment sur le Dauphiné vendredi et le Tour de France ensuite. Ah, le Donc, Dauphiné, ça va. j'adore cette Ouais, course. c'est vrai qu'on J'ai hâte aime, d'être qu'on là la aime semaine beaucoup la prochaine course. déjà. C'est vrai qu'on commencera à parler de ces courses qui arrivent. On a des bons débats à Pour, venir. Hein, pour voilà, la prochaine. on a- on vous dit rien. mais effectivement, on a des bons- Quel teaser. on a des bons débats bien sympas qui arrivent bientôt. Merci Gaëtan Merci à de vous. ta venue. On espère te revoir prochainement dans Roue Libre. Les rouleurs, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour des débats enflammés et des ceintures qui seront remises en jeu. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Ciao.